Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Li Yang. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. C'est Florian Dai qui vous accueille au micro aujourd'hui pour parler d'une écrivaine, Shi Shuduan, plus connue sous son nom de plume, Li Yang. Li Yang est née en 1952 à Lugang et elle a commencé à écrire très très tôt puisqu'elle a déjà publié à 16 ans et elle ne s'est pas arrêtée depuis, donc à 73 ans actuellement, elle continue d'écrire, de collaborer aussi avec d'autres artistes pour des adaptations de ses romans, mais aussi de voyager à la rencontre de ses lecteurs et lectrices. Elle était présente mercredi, il y a 2 jours, à la librairie française de Taipei, Le Pigeonnier, et revenait tout juste d'un voyage en Afghanistan. Li Yang est une autrice renommée, connue à Taïwan et à l'étranger. En 1992 déjà, la traduction d'un de ses romans était publiée en France. Il s'agit du roman « Tuer son mari », à l'époque publié sous le titre « La femme du boucher ». L'original était publié à Taïwan en 1983 sous le titre « Shafu » qui veut dire littéralement « tuer son mari » et c'est sous ce titre-là qu'il a été réédité plus tard. En 2003, c'est Le Jardin des égarements, Mi-Yuan, qui a été publié en France, traduit par André Levy, et en 2004, le roman Nuit obscure a été publié, traduit par Marie Laureillard. Ensuite, il a fallu attendre 2023 pour qu'un autre roman de Li Yang soit traduit en France. Il s'agit du Banquet aphrodisiaque qui a été traduit par Coraline Jortet, présente également au Pigeonnier mercredi. Et c'est donc de ce livre, Le Banquet aphrodisiaque, que nous parlerons plus aujourd'hui dans cette émission. Le Banquet aphrodisiaque, publié en mandarin en 2007, est un roman qui s'empare de la gastronomie pour dépeindre à travers chaque chapitre et chaque plat comme une sorte de fresque de l'histoire politique et du genre du XXe siècle de Taïwan. Cette façon d'allier récit et gastronomie est quelque chose qui se fait de plus en plus en ce moment, mais il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment très novateur. Et il faut dire que Li Yang est une personne qui a brisé beaucoup de tabous et qui a cherché à innover dans la littérature. Ça se voit par exemple dans des publications précédentes. Elle nous parle par exemple de la nouvelle De phare et de sang, une nouvelle qui provient du recueil Beigang Xianglu Renren Cha, donc qui n'est pas traduit intégralement en français, mais dont la traduction provisoire du titre pourrait être « Tout le monde trempe sa canne du côté de Beigang ». Dans ce roman qui traite du massacre du 28 février, c'est la première fois que le sujet est abordé de cette façon. Le fils d'un prisonnier politique est un médecin reconnu, mais il est aussi un travesti. Le soir, il s'enferme chez lui et il porte des habits de femme, une perruque et se maquille. À l'époque, quand le livre a été publié en 1995, les familles des victimes m'en ont beaucoup voulu, comme si j'avais commis un blasphème en décrivant le fils d'une victime comme un garçon qui se travestit. Je trouve que ce roman est très réussi. Récemment, en Allemagne, il a été adapté en pièce de théâtre dansée et il a été très bien accueilli. Je voulais montrer l'histoire sociale et politique de Taïwan de façon plus large dans mes écrits, en dehors des récits classiques qui présentent d'un côté les victimes et de l'autre le KMT comme un grand méchant. Il y a des relations très complexes et entremêlées, comme il peut y en avoir entre les hommes et les femmes. Je ne voulais pas juste écrire sur le 28 février, mais sur des sujets que personne n'avait encore abordés. Et c'est dans cette même démarche que Li Yang s'est lancée dans l'écriture du Banquet aphrodisiaque. En langue chinoise, que ce soit en Chine ou ailleurs même, personne n'avait encore écrit de roman entier centré sur la nourriture. Un écrivain chinois avait publié une novella qu'on pourrait traduire par Le Gourmet, mais ça reste plus court qu'un roman.
Et donc Liang explique avoir pris 6 ans pour trouver comment mêler la gastronomie et l'histoire contemporaine de Taïwan. Donc c'est un projet qu'elle a commencé en 2001 et elle a pu publier ce livre en 2007. C'était donc une manière d'aborder l'histoire, la société et la gastronomie qui était tout à fait novatrice. Le banquet aphrodisiaque aborde aussi la question du rapport au corps féminin, au corps animal, au végétarisme, aux violences conjugales et aux violences envers les animaux. Et ce sont des sujets qui sont évoqués aujourd'hui dans les cercles féministes, mais qui ne l'étaient pas au début des années 2000. Et Coraline Jortel, la traductrice, explique que c'était quelque chose qui l'avait intéressée et qui l'avait motivée à traduire ce livre, puisque c'est vrai que cette question du corps féminin, de la violence, c'est un thème qui est récurrent dans toute l'œuvre de Liang. Liang aborde ces sujets, mais elle les aborde souvent de manière qui fait débat, à la fois dans la société en général, mais aussi dans les cercles féministes. À mon époque, bien sûr, nous avons lu le 2e siècle de Simone de Beauvoir. C'était un incontournable. Mais je déteste vraiment le féminisme militant que j'appelle de propagande avec des slogans. Ce que j'écris fait souvent polémique. Par exemple, dans Le Jardin des Égarements, je parle d'une jeune femme de bonne famille dont le père est fait prisonnier politique et se retrouve enfermée dans ce magnifique jardin traditionnel chinois. Et pour le préserver, elle fréquente un jeune homme qui est promoteur immobilier. En plus de l'histoire d'amour, il y a une autre facette qui est la transaction, l'échange de relations sexuelles contre la possibilité de garder ce jardin. Quand ce roman est sorti, les féministes m'ont détesté et me disaient « Comment est-ce que tu peux écrire une histoire pareille ? Une femme ne peut pas vendre son corps comme ça et devrait travailler dur pour gagner de l'argent, conserver le jardin de son père. Mais c'est mission impossible. Il faut une somme énorme pour entretenir un tel jardin. » Le Jardin des Égarements a été publié dans les années 90 à Taïwan et est sorti en 2003 en France. Maintenant, des années plus tard, tout le monde est d'accord que c'est un vrai sujet de discussion. Dans Tout le monde trempe sa canne du côté de Pékin, je soulève aussi la question de si une femme peut utiliser son corps et le sexe pour obtenir du pouvoir. Donc je n'écris pas des récits politiquement corrects ou qui correspondent à une certaine doctrine féministe. Mais cela me permet de plonger vraiment dans le cœur les questions qui touchent les femmes. Et pour clore cette émission, je propose de vous partager la lecture d'un chapitre intitulé « Banquet d'État », écrit à partir du menu du chef de l'État Chiang Kai-shek, un chef d'État qui était responsable de la mort de beaucoup de gens avec le massacre du 28 février 1947 et toute la période de la terreur blanche qui a suivi. Et Liang dit de lui « On peut pardonner des crimes, mais on ne peut pas oublier l'histoire ». 国宴关于那远从中国大陆撤退来到台湾的统治者，一直有这样的故事流传，或者应该说，在众多的流传的故事，有好几则还成为小学教科书里的教材。统治者从小就很英明，在溪旁看见小鱼逆流溯溪而上，就立志要救国。Banquet d'État. Bien des histoires circulaient à propos du dirigeant qui avait battu en retraite à Taïwan depuis la lointaine Chine continentale. Et bon nombre de ces histoires étaient entrées dans les manuels scolaires. Celle selon laquelle l'illustre chef d'État, alors enfant prodige, avait fait le vœu de sauver la Chine en voyant les petits poissons d'un ruisseau se débattre contre le courant. L'histoire de ses vieux vêtements, 1000 fois reprisés, de son chapeau de feutre usé jusqu'à la corde. Celle de sa paire de chaussures de cuir, 100 fois ressemelée. Les habitants de l'île étaient convaincus que des histoires de ce genre circulaient sur tous les grands hommes
et que tous avaient un mausolée où étaient exposés leurs nippes, leurs godasses et leurs cannes, surtout s'ils vivaient assez vieux. Mais comme en règle générale, il fallait vivre vieux pour avoir le temps de devenir grand homme, il y avait toujours beaucoup de cannes à mettre dans les vitrines. Des années plus tard, lorsque l'île s'engagea dans ce qu'on appela sa démocratisation, ses habitants découvrirent que le chef d'État, aux vêtements raccommodés, s'était fait construire 27 résidences secondaires sur une petite île comptant seulement, en tout et pour tout, 36 000 km². La plus grande ayant été transformée en mausolée après sa mort. On y exhibait toujours ses nippes, ses godasses et sa canne. Avec le décès du dirigeant, la loi martiale qu'il avait imposée, les massacres qu'il avait ordonnés et la terreur blanche disparurent avec lui. Et les gens oublièrent petit à petit ses exploits grandioses, comme ses vœux de sauver la Chine en voyant des petits poissons se débattre contre le courant. D'autant qu'il se trouvait toujours un petit peu désentin pour demander à quelle espèce appartenaient les poissons, à l'espèce comestible. Mais d'autres histoires gardaient leur piquant. Elles se transmettaient au travers, les murmures chuchotés à l'oreille, avec toujours l'instante prière de ne rien répéter, puisque protéger les secrets de l'État contre les espions est la responsabilité de chacun. Le conteur chuchotait avec la solennité convenant aux affaires qui avaient trait au salut de la nation. Soit, à l'époque, tuer Judo et Mao Zedong, s'opposer au communisme et résister à l'URSS, fier comme un pan d'être seul à être assez familier des arcanes du pouvoir pour pouvoir détenir ce secret hautement confidentiel. La première dame, ce sublime parangon de dévotion, défenseuse des orphelins, calligraphe superbe dont la beauté n'égalait que la vertu, ne partageait pas la table du président. Cherchait-on à empoisonner le dirigeant suprême? Était-ce même possible? Devait-on vraiment prendre pareille précaution afin que s'il arrivait quelque chose à l'un, le président évidemment, l'autre, son épouse, cela allait de soi, puisse superviser les affaires de la nation? Ou bien sa femme n'était-elle pas prête à courir le risque de l'accompagner dans la tombe? Chose qui lui paraissait par ailleurs indigne d'une descendante de l'illustre tradition culturelle chinoise apportée sur l'île par le président qui veut qu'une épouse suive toujours son mari dans la tombe. C'était un extrait du Banquet aphrodisiaque de Li Hang, lu par sa traductrice en français Coraline Jortet. Nous retrouverons Li Hang, Coraline Jortet et le roman Le Banquet aphrodisiaque la semaine prochaine. C'était une émission présentée par Florian Dai pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.